sur la structure de la Chorma. Ouais, on devait comment dire, réfléchir un petit peu et voir un petit peu comment ça fonctionnait, la différence de structure. C'est ça qui est important ici. C'est-à-dire que la chance qu'on a, c'est de pouvoir justement modéliser la différence de structure qu'il y a du point de vue de la Chorma de Yavan, des Grecs, c'est-à-dire celle qu'on connaît, hein, la Chorma de Edom, et la Chorma de la Torah, celle qu'on connaît moins en fait. Parce que nous, on est plus habitués à la Chorma de Yavan. Maintenant, comment dire, et même la Chorma de la Torah qu'on pourrait pratiquer toute la journée, au final, on l'aborde à travers une structure, une modélisation qui est celle de Yavan, ouais, celle des Grecs. Donc la question c'est, ce qui est intéressant, ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est de voir véritablement, comment dire, le dessin, c'est-à-dire la structure même, matérielle, comment elle se présente, cette Chorma-là. D'accord ? Donc ce qu'on avait dit, ouais. Maintenant, bon, c'est en dehors de l'aspect de la naissance du Mashiach, etc. On avait expliqué que c'était au même, c'est-à-dire dans la même idée, la Chorma de la même manière que le Mashiach de Esav, de Edom, de Yavan, eh bien, il est, c'est un Mashiach qui interrompt un processus de naissance du Mashiach de Israël, c'est-à-dire qu'au final, eh bien, il intervient, c'est une apparition au milieu de l'histoire des hommes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se mélange avec l'histoire des hommes, ouais, comme le mal, il se mélange dans l'histoire de l'homme, et donc le mal ne peut pas être exclu, ouais, de l'histoire de l'homme, pour Yavan. Donc du coup, la Chorma elle-même, c'est-à-dire la Chorma de Yavan, ouais, elle se nourrit de ce mal-là. Elle se nourrit, c'est-à-dire, elle discute avec ce mal, elle compose avec ce mal, ouais. Il y a des sciences, ouais, qui, c'est-à-dire qui existent, ouais, qui n'existent que parce que justement, on perçoit le mal comme une réalité qu'on ne peut pas exclure de notre existence, ouais. La psychologie. Toute la science de la psychologie, c'est ça. Ouais. La psychologie, tout ce qui est l'étude, ouais, des mots d'une personne, eh bien, c'est une science qui naît justement de cette réalité-là. C'est-à-dire, ouais, qu'on ne peut pas. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle est fausse. Ouais. Ça veut juste dire que tu t'enfermes dans une mécanique qui empêche de voir qu'à un moment donné, les choses peuvent disparaître. C'est-à-dire, le mal peut disparaître. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, on sait très bien que toutes les pulsions, comme on a dit, les pulsions ne peuvent pas être gérées. C'est-à-dire, on ne peut pas les traiter. C'est-à-dire, tu peux donner un médicament, tu peux endormir les gens, tu peux faire ce que tu veux. Mais au final, tu ne pourras jamais enlever le mal qui habite une personne. Ouais. Ça, c'est la position, officielle. La Torah te dit, justement, ce qui fait que toi, tu peux pas traiter le mal, c'est parce que tu le penses comme tel. C'est-à-dire, tu le penses comme tel, comme présent, et que c'est une réalité qui est dans ton monde, etc. Donc maintenant, ça y est, on a fini avec ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est au niveau de la chorma maintenant, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Ouais. C'est-à-dire que même au niveau de la pensée, ouais, le fait d'intégrer le mal dans sa réalité, c'est-à-dire au même niveau que soi-même, eh bien, ça implique, ouais, une chorma qui est c'est-à-dire qui est concentrée, ou en tout cas qui relève du démonstratif. Démonstratif. C'est-à-dire Yavan, ouais, comme on sait, comme il dit le Ramban lui-même, Nachmanide, ouais, comme il nomme Aristote, qui est, la pensée de Yavan, officielle, ouais, eh bien, Aristote, il le nomme Aharel, Aristote l'incirconcis. C'est-à-dire, pour dire qu'il est tamé, pourquoi ? Parce qu'il avait cette prétention, cet orgueil qui était de dire, ouais, les choses que je ne perçois pas, les choses que je ne saisis pas, n'existent pas. D'accord ? C'est-à-dire, c'est quoi l'approche ? L'approche, c'est, bien entendu, c'est-à-dire,
ne veut pas dire que les choses n'existent pas. La seule chose, c'est quoi? C'est que si je les perçois pas, ben, elles n'ont pas d'intérêt. Les choses n'ont d'intérêt que si je les perçois. Donc quoi, toi, quand tu me parles d'une réalité que l'homme ne peut pas voir, ne peut pas saisir, elles n'ont pas d'intérêt pour moi. C'est-à-dire, c'est ça Yavan. Ouais. Donc du coup, forcément, sa chorma, ouais, comment dire, elle n'existe que sur ce qui est, comment dire, visible, sur le démonstratif, ouais, sur ce qui est, comment dire, accessible. Ouais. Non. À l'inverse de la chorma de Yehuda, ouais, la chorma de comment il s'appelle, des Yehudis, c'est-à-dire ici, celui qui la représente, Rabbi Yoshua ben Hanania, d'accord, eh bien, elle te dit que quoi, que toute la structure du visible, ouais, elle n'est que le véhicule, ouais, de l'intériorité, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas visible, ouais, qu'on ne peut pas percevoir de manière visible. On peut le percevoir à travers ce qui est visible, mais on ne peut pas le percevoir à travers, de manière visible, de manière immédiate, d'accord, directe. D'accord. Maintenant, ça dépend comment dire, de notre perception du mal. C'est-à-dire, l'un marche avec l'autre. Parce que Israël, ouais, a comme, comment dire, comme foi, comme émouna, que le mal n'existe pas. Ouais, c'est-à-dire, quand on dit le mal n'existe pas, ça veut dire qu'on peut l'exclure de notre existence. Là où moi je m'accomplirai, je me réaliserai, le mal n'existera pas. C'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'avenue du Mashiach, c'est ce qu'on appelle tout ça, ouais, c'est ce qu'on a vu ensemble. Donc ça implique une chorma, d'accord, qui, comment dire, qui est attachée non pas à ce qui se voit, mais qui est attachée à ce qui ne se voit pas. Ouais, parce que, comment dire, c'est ça qu'on va essayer de définir aujourd'hui. C'est ça qu'on va essayer de travailler, d'accord. C'est un peu compliqué. Mais comment dire, vous allez voir que avec doucement, le dessin de la structure qu'on va donner, ce sera beaucoup plus clair. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire dans la Chorma de la Torah. C'est quoi? C'est qu'elle donne des, comment dire, elle donne des représentations, comment dire, matérielles et simplistes des choses qui nous permet justement de mieux modéliser des choses qu'on n'aurait jamais pu comprendre sans ce modèle-là. Vous allez voir, c'est extraordinaire. D'accord? Dans tous les cas. Ici, ce qu'on voit de la Gemara, c'est qu'on a un César qui demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, d'accord, une question qui paraît, comment dire, simple, ouais, qui veut dire, au bout de combien de temps, le Nachash, le serpent, il accouche, ouais, il a un temps de gestation de combien de temps. Rabbi Yoshua ben Hanania lui dit c'est 7 ans, il dit mais Yavan lui dit 3 ans, d'accord. Et là, il y a ici quelque chose d'un peu particulier. C'est quoi? C'est que le César, il dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit, dis-moi, tu les as pris pour des brels. Tu crois qu'on peut jouer avec eux? Ouais, c'est des chachamim. C'est pas n'importe qui. Quand tu te retrouves devant un sage de Yavan, tu fais pas le malin. Ouais, il dit non, il dit, si eux, on peut pas comment dire, les blouser. On peut pas comment dire, les tromper. Moi, on peut encore moins me tromper. Et moi, je te dis que quoi? Qu'ils ont pris comment dire, un serpent qui était déjà enceinte de 4 ans. D'accord? Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on s'était posé la question de dire, mais attends, comment dire, c'est quoi cette histoire-là de Rabbi Yoshua ben Hanania? Ouais, moi je te dis, eux, ils se sont fait avoir. En vérité, ils se sont fait avoir malgré eux. C'est-à-dire, leur approche de la chorma, ouais, ne peut pas leur faire voir que ce serpent était déjà enceinte. Ouais. Ils ne peuvent pas leur faire voir ça. Ça veut dire, et c'est là où Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit quelque chose de très fort au César. Il lui dit, c'est pas qu'il est en train de dire que la supériorité de la Torah, etc., permet de voir des choses que personne ne peut voir. Non. Il est en train de dire que quoi? Que la chorma de la Torah permet d'observer les choses telles qu'elles sont vraiment, ce que Yavan ne peut pas faire par comment dire, la technique de chorma qu'il a. L'approche de la chorma qu'il a. C'est-à-dire que même le visible, il ne le voit pas comme il faut. Même le visible, il ne le voit pas comme il faut. Ouais. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, si tu n'inclus pas dans la structure de la chorma, ouais, cette dimension qui n'est pas visible, même le visible, tu ne le vois pas comme il faut. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, ce serpent-là, ouais, il accouche tous les 7 ans. Alors, certes,
c'est comment dire, c'est parler d'un renouvellement du serpent qui va au-delà, ouais, de comment dire, la structure complète du visible, ouais. Et donc eux ils disent non, c'est pas possible, le serpent il accouche au milieu comment dire, de l'histoire du monde, de l'histoire des hommes, ouais. Et là Rabbi Yoshua ben Chanina dit non, ils se sont fait avoir parce que le fait même d'aborder la chorma avec cette prétention que tout est visible, ça les empêche de voir que ce serpent était déjà enceinte, qu'il y avait déjà un processus qui était déjà entamé, ouais. Et quelle est la différence? C'est ce sur quoi on a terminé la dernière fois, ouais. C'est le fait que pour eux, ouais, la chorma est complète lorsqu'on arrive à une période d'abondance, de sérénité, d'apaisement qui est due à notre capacité de structurer le monde. Or, Israël te dit, mais pas du tout. Les premiers instants, ouais, où le serpent est tombé enceinte, c'était les premiers instants de douleur, de difficulté, ça aussi, ouais, ça participe à l'élaboration d'un monde qui exclut tout ce mal. Eux, ils te disent, non, le mal, on le gère. Donc, du coup, ils le nient quelque part. Ouais. C'est-à-dire, il est là que pour être géré. Mais il est là. Israël te dit, il est là pour justement l'exclure. Ouais. Pour le repousser. Pour faire en sorte qu'il n'existe pas. Et là, c'est ce qui me permet d'avoir un monde complet, abouti, etc. D'accord? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Cette différence d'approche amène Rabbi Yoshua ben Chanina à dire au César, je veux dire, mais même sur le visible, ils sont à l'ouest. Ouais, même sur le visible, ils sont à côté. Ah, il dit, si c'est comme ça, cher ami, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me ramener les 60 sages d'Athènes. C'est toi qui vas me les ramener. Ouais, donc c'est quoi? C'est parce que moi je suis Chacham, alors je peux être fort et ramener 60 personnes auprès du César. Quel rapport? Non, c'est que au final, ce qu'il est en train de lui dire, c'est quoi? C'est que si ta chorma, ouais, elle les dépasse sur leur terrain à eux, alors tu auras, comment dire, cette capacité de me les ramener. D'accord? Ok? On va voir ce que ça veut dire. Pour ça, on va lire le commentaire du Gaon. Ouais, on va lire quelques lignes qui sont, comment dire, assez obscures, c'est-à-dire secrètes. On comprend pas très bien ce qu'il veut dire et on va essayer de décortiquer les choses et ça va nous permettre de mieux comprendre. Ouais. Il dit ouais. Il dit le Kessar lui dit bah, ils sont chacham ceux-là. Ouais, les Grecs sont chacham, ouais. Et il lui répond Anan chakimina minayu. Nous on est plus chacham qu'eux. Ouais. Alors là, le Gaon dit comme ça. Chez Sabé de Beatuna, Ayum et Edom. Les sages de Athènes, ils étaient de Edom. Ouais, comme on l'a expliqué en long en large, c'est quoi? Edom a récupéré la sagesse de Yavan. Shibea Chorma, Kol Akdula Vayekar Vachorma, Natlu Edom. Ouais, Shalze Neymar, Bayom Aou, Neum Hashem, Vavavti Chachamim, mais Edom, Udvuna, Meresab. Ouais. C'est que, au moment de la destruction du Beth Amikdash, toute la grandeur, le kavod, la Chorma a été récupérée par Edom. Ouais. Donc il a tout repris d'Yavan. Ouais. Ve'ayu shishim negat shishim giborei Israël. Et donc ces sages de Yavan, au milieu de la domination de Esav, ils étaient de 60. Il y avait un temple à Athènes qui était occupé par 60 sages, ouais, qui, comment dire, eux, étaient la référence de la Chorma dans leur génération. 60 sages. Ouais. Et il te dit, ces 60 sages-là de Athènes étaient en parallèle du verset qui est marqué dans Shir HaShirim, qu'on lit tous les Shabbats, ouais, Shishim Giburim Savivla Mi Giburi Israël. Ouais. Il y avait autour, ouais, comment c'est marqué? Hein, comment c'est marqué le début du verset? Inemitato Sheli Shlomo. Shishim Giburim Savivla Mi Giburi Israël. Ouais. C'est-à-dire que il y avait autour du lit de Shlomo Ameler, il y avait 60 Giburim, 60 puissants, ouais, comment dire, qui étaient autour de ce lit-là, qui protégeaient quelque part le lit, ouais, de Shlomo. Kulam achuzei cherev, tous étaient, comment dire, munis d'un glaive, ouais, Kulam achuzei cherev, melumde milchama, entraînés à la guerre, ouais.
C'est ce qui ramène ici. Shishim Neged, Shishim. Les 60 de Yavan étaient en parallèle des 60 des puissants d'Israël qui étaient autour du lit de Shlomo, Achuz Echerev, munis d'un glaive. Et là, il dit quelque chose de bizarre, il dit Vechen be'Esav. Et de même chez Esav, Zelou Madze. L'un par rapport à l'autre. En équilibre, ouais, chacun, il a ses 60. Pourquoi? Parce que c'est marqué chez Esav, ou Bahem, chez Esav, Al-Charbecha Tichye. Tu vivras sur ton glaive. Ouais, tu vivras sur ton glaive. Donc, de la même manière que quoi? Que les 60 d'Israël, les Gibourim d'Israël, ils étaient Kulam Achuz Echerev. Ils étaient munis d'un glaive. Alors, en parallèle, chez Esav, il y avait 60 aussi qui étaient Al-Charbecha Tichye. Que la bracha de Esav, la bénédiction de Esav, c'est de vivre sur son glaive. Tu vivras sur ton glaive. D'accord? Bon, on comprend pas très bien le rapport. Ok, il y a marqué glaive là, il y a marqué glaive là, et alors tu... Vezeu mi pachad balelot. Ouais, c'est ça la crainte des nuits qui avait marqué, parce que c'est marqué Kulam achuzechem, ulomde milchama, ishraru alechem balelot, mi pachad balelot. Ouais, et de la peur de la nuit. C'est quoi la peur de la nuit? C'est la peur, ouais, des 60, de Esav, qui peuvent mettre en danger le lit de Shlomo. D'accord? C'est quoi le lit de Shlomo spécifiquement? Alors, il va expliquer. Ouais, on va voir l'explication de ça. C'est quoi le lit de Shlomo? C'est la Gemara dans Yevamot. La Gemara dans Yevamot, elle ramène, l'interprétation de ce verset. Voilà. Il y a marqué la Gemara dans Yevamot dans Dav Kuftet Amudbet. Le olam yire dayan atzmo keilu cherev munachat lo ben yechotav vegeinam tuchalo mitartav. À jamais, un juge devra se voir, ouais, comme si, c'est-à-dire, il doit, au moment où le juge, il doit être dayan, il doit juger une affaire, ouais. Eh bien, hein, il doit toujours voir keilu cherev munachat lo, ouais, comme si un glaive était posé au-dessus de sa tête, ouais, entre ses hanches. Vegeinam tuchalo mitartav. Et il y a le Geinam en face de lui qui est ouvert en dessous ses pieds. Ouais. Chez Neymar, comme il est dit, Ine mitato chez l'Ishlomo, Shishim Givurim, Savivlam Givurim Israël, Mi pachad balelot. Ouais. Mi pachad chez Geinam, chez Domé Lelaila. Il doit avoir la crainte du Geinam qui ressemble à la nuit. Ou Piresh Rashi il explique, Giburim, c'est qui les Giburim? C'est les Dayanim. Qui sont les puissants? C'est les Dayanim. Ouais. C'est-à-dire que quoi, que autour du lit de Shlomo Ameler, il y a les juges qui sont là. D'accord? Donc, a priori, les juges, ce sont ceux qui protègent, ouais, le lit de Shlomo. Et ils doivent, comment ils protègent le lit de Shlomo? Par le din. C'est-à-dire, le fait de juger comme il faut, ouais, les gens. Ils jugent comme il faut. Ils donnent la parole du émet, ouais. Et, ils jugent les affaires comme il faut. Maintenant, sache que quoi, que le Dayan, il doit avoir cette conscience, comme si un glaive était déposé sur ses hanches, prêt à le pourfendre pour les erreurs qu'il pourrait commettre. Mitato, il dit Rashi, chez l'Ishlomo, pardon, chez Shalom Shelo. Chez l'Ishlomo, chez Shalom Shelo. Ouais. À Shlomo, Shlomo, que son Shalom lui appartient, que le Shalom lui appartient. Ouais. Marqué on a déjà fait ça sur Pirkei Avot. Ouais. Atchouchadvarim à Olam Omed. Sur 3 choses, le monde y tient. À la din, sur le din, ouais, à la émet, sur la vérité, et à la shalom. Et sur le shalom, ouais. 3 choses-là qu'on l'a vu, ouais. Ces 3 choses-là sont intimement liées. Maintenant, lui, ici, il dit, chez l'Ishlomo, chez Shalom Shelo, Mitato, c'est quoi le lit de Shlomo? Bet Amigdash. C'est le Bet Amigdash. Pourquoi? Chez Sham Lishkat Agazit. Parce que là-bas, il y avait la salle, ouais, qu'on appelle l'Ishkat Agazit, dans laquelle les Dayanim étaient réunis et ils jugeaient les lois. Ad Kaleshono. Et Tosfot, il a une question là-bas. Mais Tosfot, qu'est-ce qu'il demande sur Rashi? Il dit, comment Rashi t'a pu expliquer que Mitato chez l'Ishlomo, c'est quoi? C'est le Bet Amigdash, l'Ishkat Agazit, dans lequel il y avait les Dayanim. Ouais.
Des cachets, d'avel les mémoires. Aïn, ou Aïn Aleph. On aurait dû dire 70, pas 60. Pourquoi? Parce que le Beddin était constitué de combien? De 70 Dayanim. 70 juges. 70 plus 2. Ouais, peu importe, mais ils étaient 70. Et donc, ils changent le pshat. On se dit, non, Shishim, c'est quoi? Shishim, Ribo chez Israël. On parle des 600 000, 60 ribos, 60 myriades, ouais, d'Israël. Ok? Donc, il change le pshat. Et là-dessus, le Gaon de Vina, il vient, il dit non. En fait, Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? Vina agrave et Firusho, les Shirachirim, Sham, Metaret, c'est Rashi. Il répond à la question que Tosfot a sur Rashi. Pourquoi, si tu parles des 60, pourquoi tu me parles du Beddin? Ouais, qui était au Bet Amikdash. Et il dit, pourquoi? Parce que le Gaon de Vina, il explique qu'en vérité, comment le Beddin, il était structuré, quel était le positionnement des Dayanim. On avait 10 Dayanim au milieu, en rangée au milieu, et tout autour de ces Dayanim-là, alors soit en demi-cercle, soit en cercle complet, peu importe, ouais, eh bien, hein, il y avait 60 Dayanim. Ouais, il y avait 60 Dayanim, plus les 10 du milieu. Ouais. Et 2 qui étaient à part. Ok? Et donc, en vérité, quand on dit que les 60 sages d'Athènes, ou bien les 60 de Esav, peu importe, ça fait, c'est quand ils sont en parallèle des 60 d'Israël, c'est quoi? C'est les 60 qui étaient autour des 10 qui étaient à l'intérieur. Donc, en vérité, le Gaon de Vina, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre de cela? Il veut nous apprendre que quoi? Qu'il y a quelque chose qui manque à Yavan sur la structure même de la diffusion de la Chorma d'Israël. Dans la structure d'Israël, il y a quoi? Il y en a 10 qui sont au centre et 60 qui sont autour. Alors que chez Yavan, il n'y a que les 60. Il n'y a que les 60 qui sont autour. Mais ils entourent quoi? Rien du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les 10 qui sont au centre. D'accord? Donc quand on dit parallèle 60-60, c'est les 60 qui sont autour. Alors, ce qui est intéressant, on va voir ça, on va essayer d'approfondir, mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ces 60-là qui étaient autour du lit de Shlomo, ils sont considérés Giboré Israël, qui protègent les 10 qui sont au centre. Qui protègent le Mitato chez Shlomo. C'est-à-dire qui protègent le lit de Shlomo qui était le Bet Amikdash. Donc en vérité, on entend d'ici que les 60 étaient quelque part armés, ouais, parce qu'ils entouraient, ils protégeaient quelque chose qui est à l'intérieur. Or, les 60 de Esav, les 60 de Edom, eux, ils protègent rien. Ils ont rien à protéger. Ouais. Donc, sur la structure de la Chorma, on voit qu'il y a une différence. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Ce qu'on peut déjà dire, c'est quoi? C'est que les 60, ouais, d'Israël, qui protègent à l'intérieur, ne sont pas, la référence de la Chorma. Parce que ces 60-là, en vérité, ils protègent les 10, et donc ils ont un rôle de diffusion de la Chorma. C'est eux qui diffusent la sagesse. Ouais. Mais ils sont pas la sagesse elle-même. Alors que, au contraire, chez Yavan, les 60, ils sont la sagesse elle-même. D'accord? Donc eux, ils n'ont pas un rôle de diffuser la Chorma, de révéler la Chorma. Ils ont un rôle simplement d'incarner la Chorma. Ils sont la Chorma. Ok, vous voyez la différence déjà? Maintenant, pour comprendre ça, on va essayer de développer. Alors, juste pour reprendre cette idée-là, ouais, on va faire ce petit passage du Gaon. Va marquer ça. Et le Kessar, il a dit, chez Esav ou Chacham yoter mimno. Il dit le César, il dit, mais attends, Esav, il est plus Racham que toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Edom, Yavan, il est plus Racham que toi. Ouais. Kemoshe Katouv, d'où je sais ça, Esav, il est plus Racham, d'où je le sais, c'est marqué dans la Torah. Kit Saïd Befiv, il avait la chasse dans sa bouche. Comment la Torah décrit Esav? Elle décrit comme étant un chasseur qui avait sa chasse dans sa bouche directement. Ouais, Saïd Befiv. Soit, de Pshatim, soit de dire qu'il déposait la chasse dans la bouche de son père, ouais, soit qu'il avait la chasse dans sa bouche elle-même. D'accord? Ou Yaakov Neymar Ishtam Yoshev Alim. Et chez Yaakov, c'est marqué que c'était un homme tam, un homme simple, qui était assis dans les tentes. Ouais. Donc il pose une question très forte.
Ouais, il pose une question forte. Tu dis, mais de quoi tu me parles? Toi, tu me parles que Israël, c'est lui qui détient la Chorma, et que sa Chorma, elle est plus grande que celle de Yavan. Mais la Torah elle-même, elle te dit que Esav est plus Racham. Ouais. Esav est plus Racham, puisque Tsaïd Befiv, il avait la chasse dans sa bouche. Alors que l'autre, il était assis dans les tentes. Ouais. Là, comment dire? Certes, on a l'habitude de dire que Tsaïd Befiv, c'est la Chorma, et que le gars, il est assis dans les tentes. Mais au final, explique-moi quoi, le fait d'avoir sa chasse dans sa bouche, ça incarne la chorma plus que autre chose. Ouais, il faut expliquer. Oh, a priori, tu dis, mais le type, il est assis dans les tentes, il étudie, l'autre, il est en train de chasser, il est en train de s'amuser, ouais. Donc, en quoi le fait, pourquoi c'est tellement évident dans le langage des Chachamim que Tsaïd Befif, la chasse dans sa bouche qui est marquée dans la Torah, c'est la chorma. Alors que Ishtam Yoshev Alim, c'est le simplet, c'est pas la chorma, ouais. C'est pas la chorma astucieuse de Esav. Maintenant, il dit, ou kaou shela, sheshal, ou melech les sartzvao, alma shematza bedivre yamim kadmonim, shen chorma, qui est chorma d'Israël. Ouais, il dit, je comprends pas comment on peut mettre en supériorité la chorma d'Israël. Veshalo, il lui a demandé. Va'aktiv Yaakov ishtam, ou besav tiv shtaïd, vetiretz. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Yaakov acharkar nitra kemyoter. Dit, t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Au départ, Esav était plus intelligent parce que Tsaïd Befiv. Mais Yaakov, il était moins intelligent. Mais après, Yaakov, il est devenu intelligent. Il est devenu plus intelligent encore. Comme c'est marqué dans le verset, ton frère est venu en ruse contre toi. Ouais, et là-bas, on traduit, il est venu en ruse contre toi. Bechormeta, il est venu avec Chorma, il est venu avec sagesse contre toi. Mais Yagvenisé pas Manu, c'est marqué quoi qui t'a rusé 2 fois. Ouais. Mais c'est chez Katouba, ni Chorma, et c'est ça qui dit le verset, ni Chorma, Shachanti Orma. Je suis la sagesse, Shachanti Orma. J'ai fait siéger, j'ai fait habiter la ruse. Ouais. Ani Chorma, Shachanti Orma. Il y a un lien entre la Chorma et l'astuce. La ruse. Ouais. Que Moshe Katov, Razal qui vient chez la Mat Torah, et là il dit, comme c'est marqué, ouais, la Gemara dans Sota, puisqu'il a étudié la Torah, Nichnas bo armomiyut, est rentré en lui la ruse, l'astuce, il est astucieux. Donc on voit ici que, qu'est-ce qu'il est en train de lui répondre? Il en a, t'as raison. Dans la description que la Torah elle fait, effectivement, Yaakov Ishtam Yoshev Alim, il est moins astucieux que Esav qui Tsaïd Befiv, il a la chasse dans sa bouche. Par contre, le fait qu'il étudie la Torah, c'est ça qui va le rendre plus astucieux. Il va devenir plus astucieux qu'eux. Donc, en fait, il lui dit, ouais, tu crois que nous, qu'on étudie la Torah, on est des brels, ouais. Sache que la Torah, même si c'est vrai que Ishtam Yoshev Alim, on paraît des gens simplés, etc., et que, ouais, eh bien, en vérité, cette Torah-là qu'on étudie, elle nous rend beaucoup plus astucieux que vous. Ouais, beaucoup plus rusés que vous. Ouais, c'est ce qu'il lui dit. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut aller beaucoup plus en profondeur. On voit que la structure d'un homme, l'homme, ouais, il est créé ainsi. À quel jour il a créé le monde ainsi. L'homme, il est créé, il naît dans le monde, il apparaît dans le monde par ce qu'on appelle un père et une mère. Ouais, un père, une mère. L'homme, c'est comme ça qu'il naît. Il a un père, une mère. Ça aurait pu être différent. Ouais, ça aurait pu être différent. Ouais, il aurait pu ne pas avoir ni de père ni de mère. Ouais. Il aurait pu naître de la terre, il aurait pu créer le monde comme il voulait. On voit, nous, notre structure, c'est comme ça que l'homme, il est. Ouais, il naît d'un père et d'une mère. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant d'apparaître dans le monde, avant que cette réalité-là, que nous sommes, apparaisse dans le monde, elle doit traverser 2 réalités. La réalité du père et la réalité de la mère. D'accord? Maintenant, ça, c'est exactement la même chose que la chorma. Ouais, avant qu'une idée puisse être formulée, avant qu'une idée puisse sortir dans le monde, ouais, il faut qu'elle traverse ce qu'on appelle 2 étapes. Qu'on nomme aussi, dans le langage des Chachamim, Abba et Ima. Le père et la mère. C'est quoi? Chorma et Bina. Le savoir, ouais, et la réflexion. Ouais, savoir, réflexion. Et ça, dans le langage des Chachamim, c'est comme ça qu'elle s'est structurée. La Chorma, elle est appelée Abba,
La chorma, elle est appelée le père, et la bina, elle est appelée la mère. Ouais, qui im la bina. Ouais, c'est marqué qui im, on lit qui aime la bina. La bina, c'est quoi? C'est la mère. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? C'est très intéressant de voir que avant que l'enfant puisse apparaître dans le monde, il y a tout un cheminement qui est caché. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'incarne un père et une mère? Ouais, qu'est-ce qu'incarne un père et une mère? C'est la partie qui cache la réalité de l'enfant. Celle qui cache la réalité de l'enfant. Avant que l'enfant puisse apparaître dans le monde, il traverse le père, il traverse la mère. Cette réalité d'un enfant, ouais, n'est pas encore visible tant qu'il n'est pas sorti de la mère. Il n'est pas sorti de la mère. Une fois qu'il est visible, une fois qu'il est sorti, cet enfant-là pourra rendre compte du père et de la mère. Forcément. Il n'y a pas un être, une personne dans le monde qui n'est pas né d'un père et d'une mère. D'accord? Maintenant, dans la chorma, dans le processus de la chorma, c'est exactement pareil. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que la sagesse, la parole, c'est-à-dire ce qui se transmet, c'est-à-dire le réel des choses, ne peut être visible, ne se rend visible. Ouais. La visibilité du réel ne se rend possible que si, avant, elle a traversé ce qu'on appelle chorma et bina. Le savoir, la sagesse, et la bina, la réflexion. C'est-à-dire un père et une mère. Ouais. C'est exactement, exactement dans la structure de la chorma. C'est-à-dire en parallèle de ce qu'on a dit, ouais, précédemment. Ouais. On est trop fatigué là. Je crois que, c'est-à-dire quand on atteint des sommets, c'est dommage. Il faut reprendre. Ouais. C'est-à-dire, la chorma, ouais, c'est-à-dire la chorma, elle est structurée ainsi. Ouais. C'est-à-dire que le visible ne devient visible. Et c'est comme ça que, structurellement, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Le visible ne devient visible que s'il a traversé ces deux étapes qui sont indispensables. Ouais. C'est ce qu'on appelle le père et la mère. Une parole ne devient audible et compréhensible que si elle a traversé ce qu'on appelle la chorma et la bina. La sagesse et la réflexion. Ouais, toujours, quand on parle de sagesse, ça veut dire quoi? C'est l'apparition de nulle part. C'est-à-dire que la chorma, par définition, même en mathématiques, c'est comme ça, on l'a répété plusieurs fois, juste pour schématiser. Ouais, pour pouvoir avoir un réel, il faut d'abord avoir un point dans l'espace qui signifie l'apparition de quelque chose, le simple fait d'une présence. Après, on a le déplacement du point qui crée une droite, qui n'est pas encore la réalité, mais qui crée une droite. Ouais, cette droite-là, qu'est-ce qu'elle incarne? Elle incarne le fait que la présence, ouais, intervient, elle s'élargit, elle a une réflexion, ce qu'on appelle. Ouais. Et après, on a la droite qui se déplace dans les places, qui crée un plan, et le plan qui se déplace et qui crée un volume. D'accord? Bien. Maintenant. Donc, si on reprend l'idée, la structure, c'est Abba, Ima, un père, une mère. Très intéressant de réfléchir ça. C'est passionnant. C'est-à-dire, un enfant, il devient visible que s'il traverse ces deux étapes-là, le père et la mère. Donc, un père et une mère, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'enfant caché. Il représente l'enfant caché. D'accord? Maintenant, pour Yavan, c'est-à-dire, c'est ça toute la différence. Pour Israël, il y a un père et une mère. La chorma, elle a un père et une mère. Ouais. Alors que pour Esav et pour Edom ou pour Yavan, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Ce qui compte, ce qui est visible, c'est l'enfant sans père, sans mère. L'enfant, par définition orphelin. Par définition. C'est pour ça que le Gaon, c'est ce qu'il explique, ouais. Le Gaon, il explique que le Beddin, c'est-à-dire celui qui était garant de la Chorma d'Israël, ouais, il était structuré ainsi. Au milieu 10 et autour 60. Les 10, ça représente le père et la mère. Ouais, c'est l'intériorité. C'est ce qui est caché. Les 60, c'est quoi? C'est cette diffusion de la Chorma. Ouais, c'est la Chorma qui va à l'extérieur, qui se diffuse, qui fait un lien avec l'extérieur. D'accord? Et Bémet, dans la structure, c'est comme ça. Ouais. Quand on parle des midot, on a ce qu'on appelle Chorma Bina,
ou comment dire, Abba, Ima, et après on a ce qu'on appelle les Vav Ksavot, c'est-à-dire les 6 coins. Une fois qu'on apparaît dans le monde, on intervient sur 6 directions. Ouais. Maintenant, regardez, c'est très intéressant. Voyez, regardez bien, faites attention à ça. Dans la structure de l'apparition d'Israël, on a 3 étapes. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ouais, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, c'est le premier père, la Chochma. D'accord? Yitzhak, c'est le deuxième père, c'est la Bina. Et Yaakov, c'est quoi? C'est l'enfant. C'est lui qui va structurer toutes les tribus d'Israël. Ouais, les 12 tribus d'Israël. D'accord? Pour donner une cohérence aux 6 directions, ouais, il faut 12 tribus. Pourquoi? Parce que, la seule figure qui, au final, ne tourne pas en rond, mais qui crée une vraie structure, ouais, quand vous avez 6 directions, c'est la figure qui a 12 arêtes. Ouais, 12 arêtes. C'est-à-dire le cube. Ouais. C'est comme ça, c'est structuré, c'est géométriquement parlant, c'est comme ça. Ouais. C'est pour ça qu'on a 12 constellations, c'est pour ça qu'on a, etc. Le monde est structuré ainsi. Ouais. 12, ouais, c'est quoi? C'est les arêtes qui constituent un cube et qui constituent un tout qui devient 13. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle Echad, l'unité. D'accord? Donc, en vérité, si je reprends un petit peu le parcours, on a, du point de vue de là, ici encore une fois, de la Chochma, ouais, les choses deviennent visibles par le parcours du père, de la mère, et elles deviennent visibles par la structure d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus. C'est quoi les 12 tribus? C'est les 6 directions. C'est ce qui consolide les 6 directions. Ok? Maintenant, ces 6 directions-là, en vérité, c'est Shishim, Giburim, ça vive là. C'est les 60 dans le tribunal, ce sont les 60 Dayanim qui sont autour des 10. D'accord? Donc on a l'intérieur qui est Chochma Bina, Abba Ima, ouais, et le reste c'est les 60. Chez Yavan, il n'y a que les 60. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Il n'y a pas d'intérieur. Donc en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne protègent rien. Ils sont la Chochma elle-même. C'est-à-dire que dans la Chochma à eux, il n'y a que le visible. Et le visible n'est pas là pour rendre compte de ce qui est caché. Ouais. Et c'est ça qu'il dit, le Gaon. Il dit la différence entre Esav, ouais, et qui est en parallèle de la Chochma d'Israël, c'est quoi? C'est que chez nous, tous détiennent un glaive, ouais, mais il n'y a pas marqué qu'ils vivent sur le glaive. Il y a marqué qu'ils détiennent le glaive. Ça veut dire quoi? Ça implique que leur glaive n'existe que pour protéger quelque chose. Alors que chez Esav, c'est marqué Al-Charbe Khatirye. Tu vivras sur ton glaive. C'est-à-dire que lui, son glaive, il cherche pas à protéger. Ouais. Il cherche à s'affirmer. Il cherche à le faire exister. Ça veut dire qu'en vérité, ouais, le glaive, il n'est pas là pour protéger ou pour construire ou rendre compte de quelque chose. Il est là pour détruire pour que lui, il existe. Ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion de la Chochma, ouais, que par le visible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans leur Chochma, l'intéressant dans leur Chochma, ouais, n'est pas la profondeur. L'intéressant dans leur Chochma, c'est la démonstration. D'accord? Et c'est ce qui anéantit toute la Chochma. C'est ça, Al-Charbe Khatirye. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu te concentres sur la démonstration, tu détruis complètement l'intériorité et l'origine de la Chochma. Tout peut être contredit. Tout peut être remis en question. Ouais, il n'y a pas de, c'est ça le sport de la Chochma. C'est Al-Charbe Khatirye. D'accord? Et maintenant, si on fait un parallèle avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, ouais, on a Avraham qui incarne la Chochma, et regardez dans l'histoire, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui va définir, qu'est-ce qui va faire la différence entre Esav et Yaakov à la deuxième génération? On a dit, on a d'abord Abba, c'est le père c'est qui? C'est Avraham, ouais, le père de toutes les nations. Avamon Goï, ouais. On a après Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va définir Yaakov? Qu'est-ce qui va faire la différence entre Esav et Yaakov? C'est Rivka. Parce qu'il y a marqué, Yitzhak, lui, il aimait Esav. Ouais. Alors que Rivka, Ohevet et Yaakov. Rivka, elle aimait Yaakov. C'est-à-dire là, on est chez la mère. C'est le domaine de la mère.
C'est qu'en vérité, Yitzhak, ouais, est dans l'étape de la révélation d'Israël, la mère d'Israël. C'est pour ça que c'est Rivka qui a pris les rênes à ce moment-là. Ouais. C'est elle qui a révélé Yaakov. Mais qu'est-ce qu'elle a révélé, Yaakov? Elle a révélé sa ruse. C'est un truc qui est bizarre. Tu viens de dire, ouais, mais c'est Yaakov, il m'a rusé. Mais attends, bonhomme, c'est pas Yaakov qui t'a rusé, c'est ta mère qui t'a rusé. Ouais, c'est Rivka qui a rusé. C'est elle qui allait voir Yaakov, il a dit, vas-y, mets-toi un truc, comme ton père, va prendre la bracha de ton père, etc. Lui, il a fait qu'écouter sa mère. Donc lui, c'est pas un petit rusé, le Yaakov. Il n'a fait qu'écouter sa mère. Pourquoi tu dis, toi, Esav, il m'a rusé 2 fois? En vérité, ce qu'elle a fait, Rivka, ouais, c'est qu'elle a révélé la visibilité d'Israël. Elle a rendu visible Israël. Comment elle a rendu visible Israël? Ouais. En excluant Esav d'Israël. Et en donnant le nom d'Israël à Yaakov. Qui plus tard va donner le nom d'Israël à Yaakov? L'ange de Esav. Normalement, c'était Esav qui devait s'appeler Israël. La seule chose, c'est quoi? C'est que elle, Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, elle est allée voir Yaakov, elle lui dit, c'est toi, Israël. C'est toi qui dois montrer que quoi? Que tout ce que Esav était censé être, c'est-à-dire les 60, la visibilité d'Israël à l'extérieur, qui protège Yaakov, qui protège l'intériorité de la Chorma, qui protège le Abba et Ima, ouais, le père et la mère. Eh bien maintenant, hein, puisque toi tu étais cette intériorité et que l'autre il le prend pas, c'est toi qui dois révéler le Shem Israël, le nom d'Israël, c'est toi qui dois le porter. Donc ça veut dire que c'est Rivka qui a fait accoucher cette réalité-là. Donc en vérité, ouais, il s'est bloqué le mec. Avraham, Yitzhak, ouais, Avraham, Yitzhak. Avraham, Abba, ouais, le père, Yitzhak, la mère. C'est Rivka qui a révélé Yaakov, ouais, qui a rendu visible quoi? Et c'est ça qui est, comment dire, qui est intéressant à réfléchir. C'est-à-dire que quand on rend visible Yaakov, lorsqu'on rend visible Yaakov en tant que âme Israël, ouais, Yaakov il n'est pas tout de suite visible. Yaakov il sort en deuxième. Qu'est-ce qui est premier? C'est Esav. Il n'est pas visible Yaakov. Ouais. Quand c'est qu'il devient visible Yaakov? C'est grâce à Rivka qui va le rendre visible. Mais comment elle le rend visible? En montrant la ruse de Yaakov. En montrant cette capacité à être rusé. Mais lui, c'est pas le rusé, c'est sa mère qui l'a rendu rusé. Non, sa mère, elle l'a pas rendu rusé. Elle savait très bien qu'il était déjà rusé. La seule chose, c'est quoi? C'est que lui a dit, vas-y, mets en application ta ruse. Ouais. Et c'est ça qu'il lui dit, comment dire, Rabbi Yehoshua ben Chananya. Il dit, toi, tu me dis que quoi, que Yavan, c'est des brels. Ouais. Et, comment dire, mais on sait que Yavan, ils sont beaucoup plus intelligents. Ils savent, il est plus intelligent que Yaakov. Il y a marqué, comment dire, Tsaïd Befiv. Alors que Yaakov, Ishtam, c'est un homme tranquille, ouais. Non. Rabbi Yehoshua ben Chananya dit, non. Il est devenu, après, beaucoup plus intelligent, et plus intelligent que Yavan. Nous, on est plus intelligent qu'Yavan. Ouais. On est beaucoup plus rusé qu'Yavan. Mais quelle est la raison de cela? C'est parce que tous nos 60 à nous, ouais, ils protègent quelque chose. Donc du coup, puisqu'ils protègent quelque chose, ils protègent de qui? Ils protègent de Esav. Ça veut dire que les 60 qui sont autour de la Chorma, ouais, ils ont leur pouvoir de repousser Esav. Ouais, d'empêcher Esav de nier l'intériorité de cette Chorma. Du coup, forcément, ces chichim-là, ces 60-là, hein, ouais, forcément, qui sont plus intelligents que les 60 qui sont à l'extérieur. Tu comprends comment ça? Du point de vue de la structure, avant de comprendre la profondeur des choses, du point de vue de la structure, si ces 60-là, Giboré Israël, ils sont autour de Mitato chez les Shlomo, du lit de Shlomo Amener. Dans quel but? Dans le but de repousser les 60 de Esav. Donc, nécessairement, ouais, ces 60-là sont plus forts que Esav. Nécessairement, ils ont une supériorité sur Esav. Qu'est-ce qui fait leur supériorité sur Esav? C'est le fait qu'ils protègent ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que Esav ne pourra jamais atteindre. Et ce que Esav préfère nier. Parce qu'il ne peut pas l'atteindre, il se prétend être 60 et être toute la Chorma. Sur ça, Rabbi Yehoshua ben Chananya lui dit, mais non, nous, nos 60 à nous, ils sont au-dessus de tout ça, on va te les récupérer. C'est ça qu'il lui dit en vérité. Il dit, bah attends, si c'est ça, on va me les chercher. Et bien sûr que je vais te les chercher, je vais te les ramener. Pourquoi? Parce que ces 60-là, ils sont forcément sous notre, comment dire, domination.
D'accord? Donc, du point de vue de la structure même, c'est intéressant de faire attention ici. C'est pas qu'une histoire de, comment dire, de théorique. Ouais. C'est pas que de la chorma. C'est la structure même de la chorma. On parle ici du dessin. Tu dessines la structure de la chorma. Ouais. L'apparition d'une idée, ce qui rend visible une idée, c'est le fait qu'elle a parcouru un père et une mère qui accouchent de cette idée. D'accord? Donc notre idée, c'est-à-dire notre parole, la parole des Dayanim, ouais, elle est une véritable parole que si justement elle protège dans sa diffusion, dans les 6 directions, elle protège, ouais, le père et la mère. À l'inverse de Esav, où la diffusion de la chorma n'a pas d'origine. Elle n'est qu'une démonstration. Elle se fait dans les, dans les théâtres, elle se fait dans l'espace public, elle se fait, ouais. Mais elle n'a pas de, elle ne protège pas. C'est ça la différence entre Kulam Achuz et Cherev. Même nous, on a du Cherev. Même nous, on a un glaive. Mais Al-Char Bechatiré, nous, on vit pas sur le glaive. Le glaive, il est là pour protéger quelque chose. Alors que Esav, lui, Al-Char Bechatiré, il est là pour vivre sur le glaive. Donc c'est les 60 qui sont autour qui, ouais. Donc là, on voit ici, et c'est Niflamer, ouais, c'est-à-dire c'est de voir que quoi? Que Avraham, il est la Chorma, il est le père. Yitzhak, il est Rivka. Tout passe par Rivka. Il est la mère. Yitzhak est la mère. Ouais, d'ailleurs, on associe toujours la rigueur, le din à la mère. Ouais, toujours. Ouais. Chorma, c'est la générosité. Et comment dire, et la bina, c'est la rigueur. Et ça, c'était la bina. Ouais. Donc c'est pour ça que Rivka, c'est elle qui agit ici. C'est elle qui agit. Et qui va révéler Yaakov. Si vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire, si Rivka, elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais vu Yaakov qui est Israël. On n'aurait jamais vu Yaakov comme un Israël. Ishtam Yoshev Alim. Ouais. Maintenant, regardez comment c'est précis. C'est ça que la Torah, elle dit. Yaakov Ishtam Yoshev Alim. Yaakov est un homme simple qui siège dans les tentes. Pourquoi? Parce que lui, il est concentré à ce qu'il y a à l'intérieur des 60. Ouais. Toi, Esav, t'es sur les 60. Maintenant, si ces 60-là, ils s'attaquent à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire faire disparaître Yaakov, ouais, tout de suite, il y a les 60 qui sont autour qui repoussent Yaakov. C'est, comment dire, c'est ça, Ishtam Yoshev Alim. Toi, tu crois que Ishtam Yoshev Alim, c'est un brel, il saura pas se débrouiller. Ouais, devant l'astuce de Esav, qui, Tsaïd Befiv, il a la chasse dans sa bouche. C'est-à-dire que lui, comment dire, sa bouche, ouais, elle a un contact direct, avec l'extérieur. C'est ça, Tsaïd Befiv. Ouais, la chasse dans sa bouche. Ce qu'il parle, ouais, c'est l'extérieur. Direct. Ouais, c'est l'extérieur. Alors que, lorsque Yaakov, il parle, Ishtam Yoshev Alim, lorsqu'il parle, lui, il n'a pas la chasse directement dans sa bouche. Ouais. Lui, il parle pour protéger l'intérieur. C'est-à-dire que sa parole qui se diffuse, les 60 qui sont autour du lit de Shlomo, protègent, comment dire, la Chorma d'Israël. Ouais. Et donc quoi? Donc elle est forcément structurée entre ce qui est visible et ce qui le rend visible. Alors que chez Esav, il n'y a que le visible. Ouais. C'est ça qu'il dit ici. Ouais. Mais tirez, si Yaakov a Charkan Nitrakem Yoter. T'as raison. Bien sûr que si Yaakov il reste à l'intérieur, il est moins intelligent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas astucieux avec le monde. Il n'a pas directement un contact Saïd Befiv. Ce qui parle, c'est c'est ce qui est à l'extérieur. Non. Mais par contre, tout ce qui est à l'extérieur est au service et en protection de ce qui est à l'intérieur. Donc si toi tu viens menacer l'intérieur, de suite tu deviens plus Chacham que toi. De suite tu deviens plus Chacham que toi. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'armoumiout. C'est ça l'armoumiout dont il est en train de parler ici. Ouais, c'est Ani Chorma, Shachanti Orma. Je suis la Chorma, j'ai fait résider la ruse. Pourquoi tu changes de terme? Ani Chorma, Shachanti Orma. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de la Chorma à faire résider la ruse. C'est elle qui rend possible l'habitation de la ruse et de l'astuce. Alors que Esav, il pense que quoi? Que l'astuce et la ruse, c'est quelque chose d'inné. Ouais, et c'est le propre de la Chorma d'Yavan. Le propre de la Chorma d'Yavan, c'est cette capacité à être astucieux, de voir que la réalité
ouais, que je vois est plus complexe que ce que je vois, mais je ne rends compte que de ce qui est visible. Ouais, certes, ok, c'est vrai. La chorma, c'est quoi? C'est d'accepter que cette table-là, c'est pas vraiment ce qu'on voit, c'est des atomes, c'est que ça. C'est très astucieux. Très astucieux, ouais. Mais ça reste du visible. Ça reste du visible, ouais. Et c'est ça qu'il lui dit. Mais par contre, si toi, maintenant, Esav, ou Yavan, tu veux dire que quoi? Que la seule chose, c'est que l'astuce qui existe, c'est que la ruse. Alors cette ruse-là, on va être obligé de mettre en protection 60 Dayanim, qui vont protéger l'intérieur. Et donc, du coup, de ce fait, forcément, ouais, c'est-à-dire dans la structure même de la Chorma, il y a forcément ces 60 Dayanim qui protègent l'intériorité. C'est comme ça que le Beddin, il est construit. 60 Dayanim autour des 10. Ouais. C'est-à-dire que c'est eux l'essentiel. C'est les 10 qui sont à l'intérieur qui sont l'essentiel. Et les 60 qui sont autour ne sont là que pour protéger. Maintenant, s'ils sont capables de protéger, c'est que forcément, ils ont en eux cette capacité de repousser les 60 de Esav. Donc forcément, ils sont supérieurs. Forcément que quoi que leur intelligence, du fait, et ça vient de quoi? Ça vient pas du fait qu'ils sont 60, comment dire, plus puissants que ceux de Esav. Non, c'est parce qu'ils protègent l'intérieur de la Chorma qui sont plus puissants que ceux de Esav. Parce que eux, ils ne protègent rien. Ouais. D'accord? C'est ce qui fait leur supériorité, par définition, ouais. D'accord? Donc, comment dire, on reviendra un petit peu là-dessus, mais c'est de voir la structure. C'est ça, comment dire, c'est comme ça que la chorma, elle fonctionne. C'est comme ça que la chorma, elle fonctionne. Elle est miskena, elle est très pauvre. Très pauvre. Pourquoi? Parce que elle, comment dire, elle a que les 60. Elle a que les 60. 60 qui sont, comment dire, en rond. Mais en rond de quoi? Un rond qui protège pas d'intérieur. Il n'y a pas d'intérieur. Ils sont en rond juste pour dire, justement, que quoi? Que tout est là. Tout est présent. Tout est, comment dire, Saïd Befiv. Il y a la chose dans sa bouche. C'est vrai, très fort, et ça, très fort. Il fait la shrita avec sa, comment dire, sa flèche. De loin, il fait la shrita. Ouais. Très astucieux, très puissant, très fort. C'est un contact direct avec le réel. Ouais. Mais cette, comment dire, cette facilité du contact avec le réel vient du fait que ce réel-là ne protège plus rien. Donc, si demain, tu voudrais te servir de ça pour remettre en question l'origine du réel, alors sache que quoi? Qu'il y a une structure qui est mise en place directement et qui va te repousser. Ouais, qui va te repousser. Donc, comment dire... mais ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Ouais, expérimenter. Tu vois bien que quoi, que dès que la chorma, comment dire, n'est que n'est que un artifice, au final, elle s'appauvrit. Elle s'appauvrit par définition. Ouais, parce que encore une fois, le parcours, ouais, du visible, c'est-à-dire le visible ne se rend visible que parce qu'il a un père et une mère, d'accord, qui le cachent. La mère, pendant 9 mois, elle cache l'enfant, ouais. Et alors le père, lui, c'est éternellement qu'il cache l'enfant. L'enfant, il est caché, ouais. Tu peux pas le voir, d'accord. Donc, c'est-à-dire, ce qui est visible rend compte obligatoirement d'une origine d'un père et d'une mère, d'accord. On reviendra sur cette idée-là. Mais en tout cas, au niveau même de la structure, ouais, du dessin de la chorma, c'est important.